Merci et bienvenue à tous, pour ceux qui nous rejoignaient, pour ceux qui étaient déjà là depuis ce matin, pour ce 11e colloque de la loge francophone Robert Gamzon du Bnei Brit, en route pour 2088, il va falloir que je m'y fasse. Ce matin, nous avons fait un premier bond en avant de 70 ans dans le temps. Nos intervenants ont imaginé pour nous ce que pourrait être Israël en 2088. Et c'est le privilège du visionnaire que de choisir le moteur qui va le projeter dans l'avenir, le savoir acquis, le raisonnement, l'intuition ou même la poésie. Et on projette évidemment ce que l'on espère ou ce que l'on redoute selon son expérience ou son tempérament. Mais c'est d'abord un exercice solitaire. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est confronter nos idées et tenter de trouver à partir de la réalité d'aujourd'hui quelles sont les voies à suivre, les repères qui vont nous guider vers ces avenirs possibles. Le présent est déterminé par le passé, le futur par le présent, déterminé mais pas surdéterminé. Et nos trois invités qui ont accepté de relever le défi avec nous, ils sont, eux, de plein pied dans le présent, chacun dans son domaine d'expertise. Leurs visions respectives de l'avenir sont légitimes, mais puisque nous allons pénétrer ensemble dans une zone inconnue, ils ont tous les trois légitimité à débattre des pistes proposées par les autres. Ils ont donc accepté de jouer pour nous les éclaireurs. Et comme les 12 explorateurs envoyés par Moïse en terre de Canaan, leur rapport de mission sera soumis à la discussion, j'espère évidemment simplement de façon moins dramatique. Et puis ce sera donc à votre tour de leur poser des questions dans la dernière partie de cette table ronde. Alors, permettez-moi de vous présenter nos trois explorateurs avant que l'on entre dans le débat. Jacques Bindelac, vous êtes économiste au Bitoire Leumi, les assurances nationales. Vous êtes enseignant au Collège académique de Netanya, auteur de plusieurs ouvrages sur Israël. Le dernier en date, Israël, mode d'emploi, est publié aux éditions Plein Jour. Emmanuel Narshon, vous êtes diplomate, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Et Meir Masri, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors, Jacques Bindelac, je me tourne d'abord vers vous. Vous venez de réaliser pour les assurances nationales, donc le Bitoire Leumi, une étude comparée de la politique sociale dans l'ensemble des pays de l'OCDE et en Israël. Israël qui, bien entendu, fait partie de l'OCDE. Cette étude est disponible en hébreu sur le site du Bitoire Leumi. Vous suivez donc au plus près l'évolution socio-économique d'Israël. Et ce que j'aimerais d'abord aborder avec vous, c'est votre vision personnelle des tendances, des signaux à surveiller pour envisager Israël en 2088 et comment faire pour que le pays se donne les moyens de réussir. Merci de m'avoir invité. Effectivement, c'est une vaste question, parce que 70 ans, pour les yeux de l'économiste, c'est une durée qui est bien longue. Il y avait un économiste célèbre qui disait qu'à l'avenir, on sera tous morts. Donc, effectivement, prévoir un petit peu dans 70 ans ce que deviendra l'économie israélienne, dont on ignorait qu'elle serait aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui il y a 70 ans, c'est un exercice bien difficile. Mais il n'empêche que... on peut aujourd'hui déceler certains enjeux ou défis à la fois économiques et sociaux qui devraient permettre à l'économie et à la société israélienne d'être encore meilleures dans 70 ans. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est déjà bonne, mais on peut bien sûr envisager qu'elle soit encore meilleure, y compris la société, puisqu'une des choses qui ne va pas très bien aujourd'hui, ce sont effectivement les dissensions sociales et les différences de développement social que nous avons aujourd'hui en Israël par rapport aux principaux pays de l'OCDE. Alors, j'ai décrypté 7 défis qui me paraissent stratégiques pour que l'économie israélienne aborde son prochain anniversaire dans 70 ans sur de meilleures bases. Alors, j'en ai choisi 7 parce que c'est un chiffre symbolique, comme on est dans le 70e anniversaire, mais il y aurait pu en avoir un peu plus ou un peu moins. Mais ce me semble être les 7 principaux défis que l'économie et la société vont devoir soulever dans les décennies à venir. Le premier défi, je vais les soulever brièvement, on pourra entrer en plus en détail par la suite.
le premier défi, c'est le défi de la haute technologie. Il faut impérativement qu'Israël élargisse le secteur de sa haute technologie pour une raison très simple, c'est que le high-tech en Israël a un problème, c'est qu'il réussit trop bien. Et que quand il réussit trop bien, il commence à s'essouffler. Il s'essouffle aujourd'hui. La nation start-up, ce que les experts appellent, la nation start-up s'essouffle parce qu'on manque cruellement de deux choses en 2018. On manque de main-d'œuvre spécialisée et on manque d'argent. On manque de main-d'œuvre, on manque d'ingénieurs. On estime qu'il en manque 10 000, mais les chiffres varient. Donc il est urgent de former des ingénieurs, de former des techniciens, de former la main-d'œuvre nécessaire. On n'en forme pas assez. Celle qu'on forme parfois va s'installer à l'étranger, donc c'est un manque à gagner. Et donc il est urgent aujourd'hui pour le pays de former la main-d'œuvre nécessaire et qui sera nécessaire pour justement relancer la haute technologie dans les décennies qui viennent. La haute technologie qui aujourd'hui commence à plafonner, puisqu'elle ne représente que 8, 9, 10% de l'économie, de la population active, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que 90% de l'économie, c'est pas de la haute technologie, c'est de la moyenne technologie. Et que donc, ce qu'on appelait la locomotive de l'économie, cette technologie, c'est une locomotive qui commence à s'essouffler parce qu'elle a du mal à tirer le reste de l'activité. Donc, premier défi, relancer, élargir la place du high-tech dans l'économie israélienne. Deuxième défi, augmenter la participation au travail de deux groupes sociaux d'Israël qui sont les juifs ultra-orthodoxes et les arabes israéliens. Ce sont deux populations qui ont deux caractéristiques. D'une part, elles participent moins que le reste de la population au travail. Et deuxièmement, elles ont un taux de natalité beaucoup plus supérieur à la moyenne des autres populations. Ce qui fait que si on prolonge les tendances actuelles pour les économistes et les démographes, elles s'arrêtent à 2050 à peu près, elles ne vont pas jusqu'à 2080. Mais en 2050, un Israélien sur deux sera ou juif ultra-orthodoxe ou arabe. C'est-à-dire qu'un Israélien sur deux aura un taux de participation au travail, s'il est comme celui d'aujourd'hui, pas suffisant pour faire fonctionner l'économie. Et ça deviendra même un coût pour la société, un coût pour la sécurité sociale, parce qu'effectivement, il faudra financer beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, accroître la participation, et on le fait déjà aujourd'hui, mais pas assez, c'est un des enjeux, un des défis stratégiques pour que l'économie et la société israélienne aillent beaucoup mieux dans les prochaines décennies. Ça permettra d'améliorer la productivité, mais ça permettra aussi de réduire la natalité, puisqu'on le sait que lorsque le niveau de vie augmente, eh bien, la natalité d'une population diminue. Troisième défi, le défi du gaz. Moi, je tends à penser que le secteur qui va tirer l'économie israélienne durant les prochaines décennies, ce ne sera plus le high-tech, ce sera le gaz. Parce que le gaz est en train de prendre une place et va prendre une place de plus importante dans l'économie. Ce sont des enjeux importants, ce sont des ressources très importantes. On commence seulement maintenant à vraiment l'exploiter. Alors là aussi, il y a un problème, c'est que dans 70 ans, on n'aura plus de gaz, puisque le gaz qui est découvert aujourd'hui, il va durer peut-être 30 ans, peut-être 40 ans. Donc si on veut avoir du gaz dans les 70 prochaines années, il faut encore en chercher, donc il faut encore investir. On ne peut pas s'arrêter avec ce qu'on a, donc il faut bien sûr d'abord exploiter le gaz qu'on a découvert, se raccorder au gaz, raccorder les industries, l'exploiter, le vendre peut-être à l'étranger, en utiliser ici, parce que c'est quand même une ressource verte, donc propice pour l'économie et la société. Mais il va falloir donc élargir encore les découvertes de gaz pour qu'on puisse effectivement, dans 70 ans, ne plus avoir, comme on l'aura dans les prochaines décennies, de problèmes énergétiques. Quatrième défi, dont l'OCDE, justement, l'Organisation économique internationale, relance régulièrement la problématique, c'est qu'Israël est un pays qui manque d'infrastructures. C'est un pays qui a grandi trop vite, dont la population a grandi trop vite, puisqu'on arrive quand même à pas loin de 9 millions d'habitants, et que c'est un pays qui manque de routes, qui manque de trains, qui manque d'hôpitaux,
j'allais même dire qu'il manque d'eau. Et qu'il manque d'eau. Parce qu'il pleut moins et donc la population augmente, donc il y a des pénuries à remplir. Et donc tout ça, ça demande de gros investissements, à la fois de l'État, à la fois du secteur privé, pour construire plus de routes, pour améliorer les trains, pour inciter les gens à laisser la voiture au parking, à prendre le tramway ou le métro ou le train ou le bus ou les transports en commun, on va dire de façon générale. Et ça encore, c'est quelque chose de problématique en Israël aujourd'hui. Les hôpitaux sont surchargés, donc il faut en construire davantage. Donc tout ça, ce sont des questions qui demandent du temps, qui demandent beaucoup d'argent et qui forcément seront des défis à relever parce que dans les 2 ou 3 prochaines décennies, c'est quelque chose qui va finalement, si on ne s'y attache pas aujourd'hui, bloquer l'activité économique parce que si on est coincé dans les bouchons plusieurs heures par jour, si il y a plus de 100% d'occupation des hôpitaux et qu'on ne peut pas se faire soigner ou que si le robinet ne donne plus d'eau, c'est plus une économie qui va pouvoir tourner comme il faut. Alors, il faut aussi faire attention à ce qu'on nous dit. Le pays ne s'assèche pas, comme on a tendance à nous le dire facilement. On a encore suffisamment d'eau. Ce qu'il faut, c'est simplement construire un peu plus d'usines de dessalement, puisqu'on sait très bien le faire aujourd'hui, pour qu'on puisse réduire l'écart qu'il y a entre la demande croissante et l'offre d'eau qui commence à se réduire. 5e défi, c'est améliorer le niveau d'éducation de la population. Alors, le niveau d'éducation, c'est quelque chose qui a bien sûr aussi des retombées économiques importantes, puisque bien entendu l'économie fonctionne par les hommes et par la main-d'œuvre, et que plus le niveau de l'éducation est bon et plus la productivité est bonne. Or, depuis quelques années, Israël est en baisse, est en chute libre, j'allais même dire, dans les principaux concours internationaux qui comparent les résultats scolaires. Vous savez, PISA et toutes sortes de comparaisons de ce type-là. On avait été à un moment donné un des pays avec les meilleurs résultats scolaires de la population et des enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Les résultats sont en baisse. On n'est plus les meilleurs. Les résultats sont en baisse, même, j'allais dire, dramatique. Ce qui demande des investissements. L'État n'investit pas assez dans le capital humain. Et donc, il faut investir davantage dans l'éducation primaire, dans les études supérieures, dans la formation professionnelle, chose qu'aujourd'hui, l'État fait de moins en moins. Et donc, ça, c'est un facteur important pour que l'économie, dans 70 ans, ait une population qui soit mieux formée, donc une productivité qui soit meilleure, y compris mieux formée pour les populations qui le sont le moins aujourd'hui. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne les populations charidim, ultra-orthodoxes et les arabes, qui ont des niveaux d'éducation parmi les plus basses du pays. Et là aussi, il faudra donner la priorité. Mais du point de vue de l'ensemble de la population également, pour que l'on puisse faire face à la concurrence internationale, étrangère, qui est aussi beaucoup basée aujourd'hui sur le niveau d'éducation et de formation. 6e défi, dont on ne parle pas souvent, mais qui pour moi est important, c'est qu'il faudra bien un jour ou l'autre remplacer l'aide américaine. Alors quand je dis ça, on sourit, on me dit oui, ben ça c'est, vous pouvez toujours rêver. Bon. Comme vous le savez, les États-Unis, le gouvernement des États-Unis aide financièrement Israël depuis sa création, une aide militaire, une aide économique. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'aide économique. L'aide militaire a été annulée il y a quelques années. Cette aide économique va en augmentant relativement de décennie en décennie. Israël vient de signer l'année dernière un nouvel accord pour l'aide sur les 10 prochaines années de 38 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 milliards 800 millions par an pour les 10 prochaines années. Alors, pourquoi je dis que cette aide économique est un problème ? C'est qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui, même si ça existe depuis longtemps, que c'est une aide qui favorise principalement l'industrie américaine et plus du tout l'industrie israélienne. Alors ça, c'est un problème parce qu'on a une industrie très compétente, très efficace, militaire, mais pas seulement militaire, technologique même sur le plan civil, et que pour la première fois en 2018, l'ensemble de cette aide américaine doit être dépensée aux États-Unis.
Et donc, les Américains, ils sont pas idiots. Hein. Donc, ils nous donnent de l'argent d'un côté, mais ils le reprennent de l'autre, puisque on doit l'acheter aux États-Unis, qui pour nous est très bien. Ça nous permet quand même d'économiser 38 milliards de dollars sur 10 ans en Israël. Mais d'un autre côté, ça ne fait pas marcher nos industries, ça ne fait pas marcher notre entreprise, et ça fait perdre beaucoup d'emplois. Ça va nous faire perdre, selon des estimations du ministère des Finances, jusqu'à 20 000 emplois dans certaines industries technologiques, justement parce que c'est un argent qui ne pourra pas être dépensé en Israël. Et puis, 7e défi, j'avais promis d'être rapide, c'est le 7e et c'est le plus important, c'est le défi de la paix. Parce qu'une économie comme Israël, qui s'est développée malgré le contexte tendu de l'environnement, malgré les guerres fréquentes, malgré la situation de guerre permanente, tout cela, ça a un coût pour l'économie israélienne, on en parlera plus tard peut-être, si ce coût avait été moindre, l'économie israélienne aurait été bien meilleure que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui, et il y aurait eu beaucoup moins de tensions ou de dissensions sociales aussi dans le pays, puisqu'aujourd'hui, Israël, finalement, dépense beaucoup pour ses dépenses militaires, ce qui est compréhensible, mais dépense relativement peu pour ses dépenses civiles, c'est-à-dire tout le reste des dépenses. Par tête d'habitant, Israël est le pays qui dépense le moins en dépenses civiles de tous les pays développés. Bon. Ça veut dire qu'effectivement, on dépense par habitant très peu en éducation, en santé, en infrastructure, tout ce qui n'est pas le militaire. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, Israël est un pays dans lequel il y a beaucoup de pauvres, parce que les services sociaux ne sont pas suffisants, parce que les aides sociales ne sont pas suffisantes, beaucoup de pauvres, beaucoup d'inégalités sociales. Et tout cela aussi est un des problèmes qui est lié aussi au fait que l'on ait beaucoup de dépenses militaires et pas assez de dépenses civiles. Donc voilà les 7 défis qui me semblent stratégiques pour que l'économie et la société israélienne aille encore mieux dans 70 ans et que justement pour que toute la population puisse en tirer profit, alors qu'aujourd'hui, il y a des très riches, mais il y a aussi des très pauvres et que les bénéfices de la croissance ne profitent pas de la même façon à tout le monde. Merci. Merci Jacques. Alors, on va avoir le temps de réentendre Jacques Bandélak. Je me tourne maintenant vers Emmanuel Narchon. On vous connaît d'abord comme la voix d'Israël, celui vers lequel les médias se tournent pour une réaction officielle immédiate à chaque événement susceptible d'avoir des répercussions diplomatiques. Vous êtes donc, par définition, dans le présent immédiat, celui de la communication, ce qui ne vous empêche pas d'imaginer aussi ce que vont être les enjeux d'Israël dans les décennies à venir. Est-ce que vous partagez la vision de Jacques Bandélak ? Oui, tout à fait. Je pense que Est-ce que ça marche ? Ça marche ? Oui. Oui, voilà. Alors, le point qui me semble le plus important, c'est le 5e point, justement, cette question de l'éducation. Parce que je crois qu'on peut constater qu'effectivement, il y a une baisse dramatique du niveau d'éducation en Israël, et c'est quelque chose qui aura une répercussion à long terme. Alors quand on entend parler maintenant de classes de 40 élèves, d'une espèce je dirais, d'une double économie de l'éducation, parce que en fait, les parents qui peuvent se le permettre, en fait, offrent une éducation privée à leurs enfants l'après-midi, avec des cours privés et d'autres choses encore, et ça crée un pays à 2 vitesses. Et moi, ce qui me manque maintenant en Israël, et je crois que c'est quelque chose qui sera certainement très important dans l'avenir, justement, c'est un sentiment de solidarité. Nous sommes un pays qui devient malheureusement de moins en moins généreux envers lui-même et envers sa propre population, pour toutes sortes de raisons. Mais je crois que ce manque de générosité aura certainement un effet négatif sur Israël à long terme. Ça nous rapproche un peu de nos voisins, alors que Dieu sait que nos voisins ne sont pas vraiment un exemple à suivre. Maintenant, donc il y a les défis sont multiples, les défis sont complexes. Vous avez raison aussi en disant que moi je m'occupe un peu du quotidien puisque je réagis immédiatement, mais je crois qu'on envisage l'avenir aussi chez nous au ministère des Affaires étrangères, et on voit se profiler à l'horizon les grands défis, je dirais, des prochaines décennies. Alors je ne sais pas si dans 70 ans, mais certainement les prochaines décennies. Et ce sont des défis d'ailleurs qui sont propres à Israël, mais pas seulement.
parce qu'une grande partie de ce qui nous attend dans cet avenir un peu plus lointain, ce sont des défis qui seront communs à toute l'humanité. Alors que ça soit par exemple la question de la désertification, et aujourd'hui d'ailleurs c'est la journée mondiale de la lutte contre la désertification. Or nous savons que c'est un fléau, c'est un problème qui ne touche pas seulement Israël, mais aussi à la région tout entière. Et dans 70 ans, qui sait, peut-être aussi déjà au sud de l'Europe, et même au-delà. Et donc il en incombe à Israël, qui est assez spécialisé dans ces domaines, d'en faire plus. Alors que ce soit dans le domaine de l'agriculture et dans d'autres domaines encore, l'eau, l'agriculture, mais non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le partager avec d'autres. Parce que c'est un avenir, ce que nous envisageons, c'est un avenir où il y aura un besoin très profond de coopération entre plusieurs pays et entre régions. Alors que ce soit la désertification, que ce soit le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on l'a vu avant-hier. On l'a vu avant-hier avec une pluie torrentielle suivie le lendemain par 40 degrés. C'est exactement, et c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est un phénomène climatique qu'on ne connaissait pas et qui sera probablement, qui sera avec nous dans les décennies à venir, même s'il y a une réduction significative des taux d'émission de gaz dangereux. Je crois que ça prendra très très longtemps et c'est peut-être un phénomène d'ailleurs qui n'est pas lié uniquement à l'émission de gaz, mais c'est un espèce de phénomène cyclique. Et tout ça, c'est des défis qu'il faut aborder en commun. Les guerres du futur seront des guerres. L'enjeu de ces guerres, ça sera l'eau. Alors, on a vécu ici dans notre région 2 guerres qui étaient liées intimement au pétrole. C'était la première et la seconde guerre du Golfe. Il n'est pas à exclure que dans l'avenir, nous verrons des conflits qui sont liés justement à cette question de ressources aquifères. On commence à le voir, on voit déjà un début de tension entre l'Éthiopie et l'Égypte sur cette question du barrage du Nil. Et j'ai l'impression qu'on verra de plus en plus de tensions qui sont liées donc à l'eau. Et là, Israël a vraiment une expertise, et c'est une expertise qui est importante pour nous, mais qui est aussi importante à partager. Maintenant, quelques mots un peu sur l'équilibre mondial et l'équilibre international, parce que nous vivons en fait maintenant dans une période, dans un moment qui est un moment assez révolutionnaire. L'équilibre mondial tel que nous l'avons connu depuis la Seconde Guerre mondiale n'est plus, et quelque chose d'autre commence à se former. Et ce quelque chose d'autre, il est très difficile à cerner et à comprendre. On sait que cette logique des blocs de la guerre froide n'existe plus. On sait aussi que les États-Unis, bien que étant le pays le plus important sur la planète, n'est plus la superpuissance qu'ils ont été, disons, tout de suite après ou immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Et on voit se profiler à l'horizon de nouveaux acteurs qui auront une influence majeure sur le monde. Alors pour en nommer 2, la Chine et l'Inde. Et c'est un monde qui évolue, qui change. Et Israël étant un petit pays, et nous serons toujours un petit pays. Même si dans 70 ans, nous ne sommes plus 9 millions, nous sommes 20 millions ou 30 millions d'Israéliens, nous serons toujours un petit pays lorsqu'on se compare un peu aux masses et aux quantités de gens dans d'autres pays. Eh bien, ce que nous devons faire, surtout, c'est être intelligents. Effectivement avoir d'un côté des alliances très fortes, mais d'un autre côté être assez flexible aussi pour savoir s'adapter à un monde qui évolue, à un monde qui change. Un exemple, le pétrole. Dans 70 ans, il n'y aura plus de pétrole. Dans 70 ans, le coût d'extraction du pétrole sera trop élevé. Et c'est pour ça que le monde commence à s'adapter maintenant à d'autres sources d'énergie. Alors que ce soit l'énergie nucléaire, que ce soit l'énergie solaire et d'autres sources d'énergie encore. Et je crois qu'on peut très bien en découvrir aussi d'autres au fil des années. Mais il faut s'adapter à ce nouveau monde. Et ceux qui ne sauront pas s'adapter, et là je fais référence particulièrement à certains de nos voisins dans le monde arabe, notamment l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, etc., ceux qui ne sauront pas s'adapter, eh bien, sombreront dans un espèce de Moyen-Âge moderne, et leur richesse ne sera plus qu'un lointain souvenir.
Et c'est pour ça qu'on voit un pays tel que l'Arabie saoudite qui investit maintenant des milliers de milliards dans ce domaine, en sachant pertinemment que ça passe justement par l'éducation. Donc on libéralise le pays, on investit plus dans l'éducation, en comprenant que cette manne du pétrole n'existera plus. Dans ce contexte-là, ça je me permets de le dire, le gaz naturel dont nous allons bientôt bénéficier présente certainement des avantages, mais il présente aussi des désavantages. Je crois que ce qui a fait le secret de la réussite d'Israël, c'est le fait que nous n'ayons aucune ressource naturelle. Parce que lorsqu'on n'a pas de ressources naturelles, on est condamné à travailler, on est condamné à être inventif, intelligent et rapide. Et lorsqu'on bénéficie de ressources naturelles, ça encourage la paresse. On le voit un peu partout dans le monde. J'ai vécu quelques années au Venezuela, un pays qui est riche en pétrole et pauvre en ressources humaines. Et l'une chose est liée à l'autre. Et donc, moi, je me méfie de ce gaz naturel parce que je pense qu'à long terme, je ne suis pas sûr qu'il aura un effet positif sur l'État d'Israël. Un cadeau empoisonné, en quelque sorte. D'une certaine manière. Donc, il y a énormément de défis auxquels il faudra faire face. Les catastrophes qui sont liées à l'écologie, qui sont liées à l'environnement, on commence à les voir. La fonte des glaciers de l'Antarctique, c'est quelque chose qui aura un effet aussi sur nous. Lorsqu'on nous parle, vous savez, ça a l'air un peu lointain, on dit oui, dans un siècle, la mer aura monté de 15 cm. Mais 15 cm, ça veut dire qu'une partie de Tel Aviv ne sera plus vivable. Et si dans 100 ans, c'est 15 cm, dans 200 ans, c'est déjà 30 ou 40 cm, et à ce moment-là, il faut s'y adapter. C'est autre chose, c'est un autre monde, avec des défis qui sont très, très compliqués, surtout lorsqu'on parle d'un tout petit pays. Et tout ça, ce sont des domaines dans lesquels nous essayons d'investir, nous, c'est-à-dire la diplomatie israélienne, le ministère des Affaires étrangères, justement pour réfléchir un peu plus loin, pour voir quels sont les problèmes, quelles sont les grandes questions. Un dernier point, c'est cette question de la migration, maintenant de ces quantités énormes de personnes qui quittent surtout l'Afrique et le Moyen-Orient pour aller vivre en Europe. Alors, c'est un phénomène à échelle mondiale. Ce sont des gens qui sont poussés hors de leur pays parce qu'ils souhaitent vivre mieux, et aussi parce que les conditions dans leur pays sont de moins en moins vivables. Et c'est lié justement à ce phénomène de désertification et à d'autres phénomènes encore. Et donc il faut investir dans ces pays. L'avenir de la diplomatie israélienne, justement, c'est d'aider ces pays à se développer, à développer leurs ressources. Et tout ça, c'est lié, comme je le disais avant, à cette question de générosité. Alors, pour vous donner un exemple, on a aussi malheureusement le triste record au sein de l'OCDE d'être le pays qui investit le moins dans l'aide extérieure. Les grands pays du monde, les pays développés, investissent beaucoup dans l'aide extérieure. Et pas seulement par esprit de bénévolat ou d'altruisme, mais aussi en sachant pertinemment que ce que vous investissez ailleurs, en fin de compte, c'est un problème en moins auquel vous devrez faire face chez vous. Or, ici, le pourcentage ou la somme qui est dédiée à cette aide extérieure est risible. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut changer pour que le monde soit meilleur. Et dans un meilleur monde, je crois que la situation d'Israël sera meilleure. Non, un dernier point, c'est le point de la paix. Il est bien évident, et pas seulement pour des raisons économiques, que la paix apportera beaucoup de bénéfices à Israël. Au niveau extérieur, bien évidemment, au niveau du soutien mondial, mais surtout au niveau de la cohésion interne en Israël. Moi, j'aime pas beaucoup ce discours de tribu. On parle, alors soudain, nous ne sommes plus un peuple, nous sommes des tribus. Il y a la tribu ultra-orthodoxe, et la tribu laïque, et la tribu sioniste religieuse. J'aime pas ça du tout. Moi, je suis sioniste, et je suis ici parce que je voulais faire partie de cette expérience du peuple juif. Moi, je suis juif, j'appartiens à aucune tribu au sein du peuple juif, et c'est un discours qui nous divise. Et donc, il faut faire très, très attention aussi que cette société israélienne ne se retrouve pas morcelée et divisée
par manque de dessin et d'objectifs communs. Alors, tout ça aussi, ce sont des très très grands défis pour les années à venir et certainement pour dans 70 ans.